Salut JS. Salut Val. Je suis trop content de te recevoir, ça me fait hyper plaisir. Toi, tu as un parcours assez intéressant. On va parler de plein de choses, évidemment, on va parler d'acquisition, c'est la formation Trouver des clients. Il y a une des étapes de ton parcours qui est très intéressante pour les gens qui nous regardent, qui est le moment où tu as lancé Peter. Donc Peter, c'était un chatbot pour mettre en relation des étudiants avec des lycéens, c'est ça? Collégiens, lycéens, pour leur donner des cours particuliers. C'est ça. Donc vous avez lancé ce service-là, vous vous êtes dit ok, comment on va trouver des clients? Vous avez mis en place une stratégie de viral marketing et vous avez fait 100 000 sign-up en 2 semaines? En 48 heures. En 48 heures. Ouais. 48 heures. C'est épique. Tu me racontes? Ouais, avec plaisir. Bah écoute, alors Peter, donc c'est une aventure qui a démarré il y a pas mal de temps maintenant. On avait commencé à travailler un petit peu dessus c'était fin d'été 2016, tu vois. C'était le moment où Facebook a lancé en fait le release des chatbots, donc la possibilité d'avoir des micro-applications qui sont conversationnelles en fait directement dans Messenger. Donc on s'est dit ok, c'est une opportunité de fou parce que tu as la possibilité de reach plus d'1 milliard de personnes qui sont des daily active users sur Messenger et tu as une toute nouvelle plateforme qui te permet d'accéder, de délivrer du service, de la valeur directement à ces gens-là en passant par le messaging qui est un petit peu l'endroit où on passe le plus de temps sur nos téléphones. On passe du temps à discuter avec nos amis, avec notre famille, avec nos collègues. Donc c'est un space qui est hyper intéressant pour essayer de créer des applications, de créer de la valeur autour de cet écosystème-là. Donc ça c'est un truc qui est un autre canal que viral marketing, du coup, qui est se plugger sur des plateformes existantes. Ouais, complètement. Toi, ce truc-là, à quel moment tu repères l'opportunité de putain, il y a ce nouveau, c'était comment? C'était un store? Ça ressemble à quoi le truc des chatbots dans Messenger? Ouais, en fait, c'est très simple. Tu avais accès à une API chez Messenger et tu avais tout un tas de services. Un des plus connus, c'était API.ai qui a été racheté maintenant par Google, qui s'appelle Dialogflow et qui te permettait en fait de créer des scénarios conversationnels directement dans ces outils-là et tu pluguais tout ça en fait directement dans l'API Messenger et en fait ta page, puisque c'était des pages Facebook, se mettait à devenir semi-intelligente, on va dire, et tu pouvais avoir des interactions conversationnelles. Tu pouvais avoir aussi bien des messages que tu envoies où il y a une compréhension de ton côté en fait avec ton service conversationnel, donc comme Dialogflow, qui comprenait certains keywords, etc. que tu pouvais identifier dans la conversation et qui proposait des réponses en retour. Donc c'était que textuel. Ouais, il n'y avait pas les boutons comme aujourd'hui. Si. Et voilà. Et la deuxième option, c'est exactement ça, c'est que tu avais des boutons. Moi, j'ai à l'époque, donc maintenant les chatbots c'est un petit peu redescendu, mais à l'époque, moi je militais beaucoup pour dire que le conversationnel chatbot are dumb basically, et que le conversationnel ça devait être button driven. Et que tu devais avoir toujours ces boutons qui soient affichés parce que sinon les gens sont face à un vide, ils savent pas quoi répondre, ils savent pas quel est le next step. Et je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait ces jeux vidéo où c'était en console et tu devais dire je vais tout droit et du coup tu pouvais taper n'importe quoi et t'es bloqué en fait. Exactement, ouais, absolument, c'est ça. Et il y avait eu pas mal d'études qui a été faites. Tu avais le CEO la boîte a fermé, mais bref, c'était une grosse boîte conversationnelle. C'était un peu l'équivalent de WhatsApp en mode anonyme aux US. Et ils avaient mené pas mal d'études où ils essayaient de créer des chatbots sans boutons en fait pour driver l'expérience. Et c'est une catastrophe parce que les gens ils étaient vraiment face au vide, ils étaient face à l'inconnu et ils savaient pas quoi dire, tu vois. Et lorsque tu dis un truc et que le chatbot réagit pas de la façon que tu attendais en fait, bah là t'as ton niveau de deception c'est pourri quoi. Tu dis c'est nul et tu reviens pas quoi. Ouais. Donc c'était hyper important d'avoir une expérience qui soit complètement button driven. À quel point tu devais coder ça à l'époque? Tu pouvais avoir des outils qui te permettent, j'ai plus le nom de l'ensemble des outils, mais tu avais pas mal d'outils qui existaient et tu pouvais avoir du drag and drop plus du texte écrit, etc. Type Chatfuel. Voilà, Chatfuel, exactement. Chatfuel c'était vraiment ça, complètement. C'était le tout début du coup. Complètement. Ou Chatfuel venait juste de lancer, mais grosso modo toutes les plateformes sont à peu près arrivées en même temps.
Je pense que Chatfuel a dû se lancer courant 2016. Tous sont arrivés à peu près en même temps. L'opportunité était assez évidente à l'époque. Nous, on avait quand même une expérience qui était quand même assez codée, puisqu'on avait des web pages qui pouvaient s'ouvrir directement dans l'expérience chatbot pour ajouter une expérience un petit peu augmentée, etc. Mais tout ça est arrivé progressivement. On a construit les choses brique par brique, mais on avait démarré avec une expérience qui était quand même codée. On récupérait toutes les données conversationnelles de nos utilisateurs sur les serveurs. Donc, il y avait quand même un aspect. Mais donc vous, le chatbot, développement. c'était votre produit. Absolument. Donc, en fait, combien ça vous a, combien t'estimes que ça vous a rapporté de leads, d'utilisateurs, le fait d'être un chatbot tout seul, sans la stratégie de viral marketing? Ok. Alors, on est monté à plus d'1,5 million d'utilisateurs sur ce chatbot. Je ne saurais pas te dire, mais parce que c'est mêlé en fait. Ouais, c'est mêlé, mais en fait, le viral marketing a été tellement important pour nous. Je pense qu'il a un petit peu gommé la discovery organique du chatbot, même si elle a toujours eu lieu. Mais c'est vrai que nous, on a eu un effet de viralité qui a juste été dingue. Et on n'aurait jamais pu avoir ce système, cette boucle de viralité qui soit aussi forte sans la plateforme Messenger et sans l'aspect conversationnel, le chatbot, etc. Mais ouais, ça a été un des points clés, j'y reviendrai et je pense que c'était hyper important. Parce que moi j'essaie de faire un peu un niveau d'abstraction au-dessus de comment tu peux espérer reproduire un peu ce genre de truc. Bon, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de timing, c'est compliqué. Toi, cette opportunité-là, de dire ouah, il y a les chatbots qui sont là, ça veut dire qu'on accède à plus d'1 milliard de personnes qui utilisent Messenger au quotidien et il y a un vrai truc à faire sur ça alors que personne ne le voit. Comment ça se fait que toi tu vois cette opportunité-là? L'opportunité est quand même, on va dire, je ne vais pas dire qu'elle est évidente, mais si tu es dans la tech, à ce moment-là, milieu 2016, tu es forcément au courant qu'il y a des chatbots qui sont en train d'être lancés. Parce que contrairement à certaines plateformes, comme par exemple la crypto, qui sont des activités, tu vois, que des hackers font le dimanche, tu vois, et on construit vraiment des plateformes, des outils on the side, en dehors du mass market, en dehors de l'audience média, etc. Les chatbots lancés par Facebook, qui est quand même une des plus grosses entreprises de la tech, c'est un des GAFA, tu pouvais pas le rater parce que c'est Facebook qui déploie sa propre plateforme qui crée sa propre plateforme, qui transforme Messenger en plateforme et qui dit de la même façon qu'il avait fait 5-6 ans auparavant avec Facebook, où d'un coup ils ont transformé Facebook en plateforme et ils ont permis à plein de jeux de se construire comme Farmville et d'autres, et t'as des boîtes qui ont été valorisées à plus d'1 milliard qui sont construits sur Facebook, tu vois, en tant que plateforme. Tu te dis, il y a la même opportunité qui est lancée maintenant sur un nouveau produit de la famille Facebook qui est Messenger. Si tu es dans la tech en 2016, tu peux pas rater ça. C'est vraiment. Mais entre ne pas le rater, être au courant que c'est là et se dire, waouh, complètement, absolument, ouais. Complètement. Et donc, tu as le fait que tu sois aware, que tu sois au courant qu'il y ait cette opportunité qui arrive. La plupart des entrepreneurs dans la tech, surtout ceux qui étaient dans le consumer, étaient au courant de cette opportunité. Et ensuite, il y a le fait de te dire, OK, pourquoi est-ce que je me lance? Pourquoi est-ce que je pense pareil? Et moi, c'est vrai que j'avais une conviction sur le messaging et avec mon équipe également, on partageait vraiment cette conviction-là. C'était que de la même façon que quand on était passé sur les applications desktop, donc par exemple comme Encarta, tu vois, dans les années 90 au web avec Wikipédia et toutes les applications qui sont créées, tu avais gagné du temps, de l'accessibilité en fait au service. C'est-à-dire qu'Encarta, avant, tu devais prendre un CD-ROM, le mettre dans ta disquette, cliquer sur je sais pas combien de boutons, que ça s'installe, que tu aies assez d'espace, que ensuite tu relances, que ça prenne du temps à charger, etc. Tout ça. Et ton encyclopédie
Et il fallait que tu ailles dans un store pour l'acheter, tu vois. Enfin, c'était, tu vois, et il fallait que tu sois dans le bon store, etc. Tu vois. Enfin, le parcours entre avoir accès à l'encyclopédie sur ton ordinateur et toi, client utilisateur de Windows à l'époque, il était quand même assez important, tu vois. Je vais au store, il faut que j'installe le logiciel et je commence à l'utiliser, tu vois. Et ça, c'est un parcours qui est assez important. Et en fait, quand Internet est arrivé, d'un coup, ce parcours, il a été hyper simplifié. C'est-à-dire que tu tapais juste Wikipédia sur Google et boum, tu avais accès à ton encyclopédie. Donc en fait, tu as raccourci l'espace d'accès entre un utilisateur et un service. À fournir pour avoir accès au service. Ouais. Et en fait, on a vu la même opportunité se déployer sur les chatbots. Et c'est un truc dans lequel je crois, entre guillemets, s'il y a un truc, je me dis, je crois encore toujours, je me dis peut-être ça reviendra dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. C'est le fait qu'en fait, aujourd'hui, quand tu es sur l'App Store ou sur le Play Store, que tu veux par exemple télécharger, je sais pas, une app de ticketing par exemple, tu dois aller sur l'App Store, tu dois télécharger l'app, donc la trouver, la télécharger. Ensuite, tu dois créer un compte et ensuite tu dois apprendre l'user experience. Tu dois apprendre comment cette app fonctionne. Donc, tu as 3 steps. 1, je télécharge. 2, je crée un compte et un compte par app. Et 3, j'apprends comment cette app fonctionne, c'est quoi l'user experience. Et avec les chatbots, le conversationnel, tu élimines ces 3 sources de friction. C'est-à-dire que tu n'as plus à télécharger l'application, puisqu'en fait elle est instantanée, elle est dans le cloud, elle est disponible en temps réel. Tu as juste à discuter avec la bonne page et boum, instantanément tu as le service qui est disponible. Pas de téléchargement. 2, tu n'as pas de compte à créer. Tu as une identité qui est universelle en fait grâce à Facebook et c'est un des très rares produits qui est capable de, enfin c'est la seule société qui peut fournir, et Google, enfin il y a quelques autres, Apple également, qui peut fournir une identité à une telle échelle en fait. Et donc tu n'as plus de problème de savoir qui tu es, on sait qui tu es parce que tu connectes via le service. Et 3, tu n'as pas une nouvelle interface à apprendre. Une fois que tu sais comment un chatbot fonctionne et comment du conversationnel fonctionne avec du bouton, une expérience qui fonctionne avec des boutons, c'est fini. Tu sais le faire pour tous les chatbots. Ouais. Et donc en fait, tu as un drop au niveau de ces 3 niveaux de friction pour accéder à un service qui sont éliminés grâce au chatbot. Mais on peut objectivement pas dire que ça a marché. Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, les chatbots sont un fail total, sont un échec total. T'as une raison, t'as une analyse un peu, même si... Ouais, moi j'ai ma petite analyse. On a senti, tu vois, on s'est lancé en 2016, on a eu le gros pic que je te raconterai sûrement tout à l'heure en décembre 2016 où on a vraiment explosé le nombre d'utilisateurs sur notre chatbot. Et ensuite, on a vraiment senti le virage tourner courant 2017, tu vois, où on a vraiment senti que les chatbots étaient en train de tomber. À ce moment-là, 2017, tu as Cambridge Analytica qui tombe sur tous les services qui sont connectés à Messenger et à Facebook. Tu as Labrin qui était un autre chatbot qui était chez The Family, qui faisait du ticketing, qui était passé chez Y Combinator, qui est super investisseur et qui a dû fermer ses portes parce que d'un coup l'API, la data qui était importante à faire fonctionner leur service a été coupée du jour au lendemain par Facebook à cause de Cambridge Analytica. Nous, on a été un petit peu dans la fin de la tempête, on commençait à se sentir qu'il y a des problèmes d'usage et des challenges au niveau du product market fit, mais on a été quand même pris dans la tempête Cambridge Analytica également, et on sentait quand même qu'il commençait à y avoir une petite décadence au niveau de l'investissement de Facebook sur les chatbots dans tout le courant 2017. Et ma croyance, je pense que la raison première pour laquelle Facebook a arrêté d'investir de l'énergie, de la ressource en fait dans les chatbots, c'est que le business model côté Facebook ne marchait pas. C'est-à-dire que Facebook, leur modèle économique, c'est je crée des audiences et je distribue des ads sur des targets ciblés. Et la théorie, c'était de dire que le temps que les gens passent dans le messaging, c'est du temps exploitable qu'on peut transformer en audience et qu'on peut monétiser avec de la publicité. Et ce que je pense Facebook avait peut-être mal calculé, et c'était très difficile à l'époque de le savoir, donc si on ne l'avait pas identifié, c'est que le messaging, c'est le space où tu passes le plus de temps sur le web, mais c'est aussi le space qui est le plus privé pour toi.
Tu veux pas savoir ce qui se passe dans une conversation avec un ami, avec ta copine, avec ta famille, avec tes collègues. Tu veux que ce que tu partages dans ces espaces-là, ce soit hyper privé. Et en fait, le fait que ce soit hyper privé, le fait de recevoir de la publicité dans cet espace-là, d'un coup, tu dis, attends, il y a quelqu'un qui m'écoute, il y a quelqu'un t'imagines, tu discutes, tu discutes avec ta copine et on part en voyage en Corse cet été et 30 secondes après, tu vois, moins 30% sur Corsica, tu vois, dans ton messaging. Oui, c'est pas le même espace que, tu vois, tu consommes pas la même chose. Tu vois, il y a un truc qui cloche là, tu vois. Et en fait, je pense, hein, j'ai pas les chiffres, mais je pense que quand Facebook a commencé à pusher des ads directement dans Messenger, il y a quelque chose qui a été cassé à ce niveau-là et peut-être que le ROI des ads, il n'était pas au niveau qu'ils espéraient. Ils se sont dit, ok, c'est pas bankable. Et à partir de là, je pense que la dégringolade elle a été directe parce qu'en fait, la théorie du modèle économique des chatbots, elle fonctionnait pas. Okay. Et en fait, du coup, Facebook avait aucun intérêt à pusher une plateforme où leur modèle économique n'avait pas fonctionné. Donc, très clair. Mais du coup, moi, il y a ce truc qui m'intéresse, c'est que tous les retours d'expérience que j'ai entendus sur ce canal-là de plateformes existantes, de se plugger sur des plateformes existantes, il ressemble à ça, grosso modo. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait une super opportunité, c'était nimp, on en a profité et ça a skyrocket complètement. Et puis après, c'était fini. Ou alors, ça a continué. Tu vois, genre typiquement, le meilleur exemple de ça, c'est Evernote, tu vois, qui sont lancés sur à chaque fois les nouveaux App Store, l'App Store de l'iPhone, l'App Store de l'iPad. Et à chaque fois, ils faisaient des downloads énervés parce que, genre, ils étaient pushés par Apple, c'était une bonne appli, c'était bien foutu. Apple avait tout intérêt à les pousser. De la même manière que j'imagine Facebook aurait pu avoir intérêt à vous pousser parce que vous étiez un bon chatbot, etc. J'aime beaucoup ce côté éphémère de l'opportunité de prendre une plateforme existante pour pouvoir grossir sur son dos. Mais il y a ce truc de… Du coup, comment tu repères cette… Enfin, faut que je trouve comment formuler ça, mais ce que j'aimerais qu'on arrive à transmettre aux gens qui regardent cette vidéo-là maintenant, c'est… Arrête de suranalyser les raisons pour lesquelles ça pourrait pas marcher, vois juste l'opportunité et saisis-la si tu la vois. Genre aujourd'hui, je vois par exemple, il y a TikTok. TikTok, il y a beaucoup de barrières parce que faire de la pub sur TikTok, c'est compliqué, etc. Par contre, tu vois des comptes qui montent de 0 à 80 000 abonnés en 24 heures. Ça va hyper vite. Et les gens, je vois des gens me dire « Ouais, mais TikTok, dans un an, ce sera mort. » Mais cool, ton job c'est d'être entrepreneur ou c'est d'être futurologue? Bien sûr. Et c'est cet aspect-là, entrepreneur, que j'aimerais bien arriver à décortiquer encore un peu plus avec toi, quoi. Genre, vous, c'est quoi votre état d'esprit au moment où vous vous dites, vas-y, on y va, quoi? Ouais, complètement. C'est une superbe question et c'est vrai que soyez en France, c'est de la chance. À quel moment tu peux dire ceux qui l'avaient prédit diront qu'ils avaient raison, tu vois, mais c'est impossible à dire. Tu vois, à chaque fois que tu as une nouvelle plateforme qui est créée, c'est une nouvelle loterie en fait. Et ceux qui sont lancés, en effet il y a un product market fit, la plateforme d'école, c'est jackpot pour eux. Et ceux qui ont raté leur opportunité, ils ont raté l'opportunité. Donc quand iOS se lance, c'était pas obvious que ça allait être le succès que cette plateforme allait devenir le succès qu'on connaît aujourd'hui. La preuve, c'est que Facebook a raté en fait le coche iOS. Facebook a été hyper jetlagué et c'est pour ça qu'ils ont dû faire des très grosses acquisitions à des très gros prix comme WhatsApp, Instagram. Ils ont essayé de racheter Snapchat parce qu'ils ont raté le coche mobile en fait. Donc si Mark Zuckerberg en parle. Bien sûr. Mark Zuckerberg l'avait dit en disant moi, ma plus grosse erreur, c'est d'avoir fait non pas du natif, mais d'avoir fait des apps, des web apps pour les apps Facebook. Et en fait, c'est une connerie parce que les gens, ils voulaient vraiment naviguer sur mobile, quoi. Complètement. Si Mark Zuckerberg peut faire des erreurs sur ce sujet-là, tout le monde peut faire des erreurs. Absolument, complètement. Mais ce qui est, c'est hyper intéressant, ce truc de, en fait, au final, repérer une opportunité de grossir sur le dos d'une plateforme, c'est repérer une opportunité qui a de fortes chances de pas marcher. Également, complètement. Et pour citer également Mark Zuckerberg, il a également dit que le meilleur pari qu'il ait pris, c'est de racheter Instagram, tu vois. Donc c'est de racheter son retard, tu vois. Donc c'est quand même ouf de penser ça, quoi. Et aujourd'hui, en 2020, Instagram est devenu the network, tu vois. Donc heureusement qu'il a pris ce pari à ce moment-là, qui semblait fou aussi à l'époque, tu vois.
Et donc, finalement, quand tu regardes des plateformes qui atteignent, qui sont at scale, qui atteignent une échelle suffisamment importante pour que en fait, des produits deviennent des plateformes, c'est-à-dire d'autres produits peuvent se construire par-dessus. Je sais pas, tu en as peut-être un par an, tu vois, t'as pas beaucoup d'opportunités. Ouais. Tu réfléchis comme ça à des grandes plateformes sur lesquelles on peut commencer à construire des produits. Après, tu as des plateformes plus nichées, mais tu as tous les social networks, LinkedIn, Twitter, Facebook, Insta, t'as toutes ces plateformes-là. Tu as maintenant les plateformes professionnelles qui ont suffisamment grossi. Je pense par exemple à Slack, où maintenant tu peux créer des expériences qui sont directement disponibles dans Slack. Tu as Gmail, où tu peux également plugger des applicatifs qui sont directement connectés dans l'emailing. Tu as le Chrome Store, tu vois. Enfin, tu as toute une série de plateformes qui sont maintenant à scale. Tu as Snapchat maintenant qui est ouvert également, avec qui on a travaillé. Ces opportunités, il n'y en a pas tant que ça. Donc après, c'est avec quel produit tu filtres. Vous avez le fait plus. toute une phase où vous avez créé des filtres Snapchat, réalité augmentée et tout ça. Complètement, également. Et ça, c'était pareil. C'était repérer Absolument, l'opportunité. Quoi. absolument, ouais. C'était repérer l'opportunité, essayer de construire par-dessus. C'était quoi les résultats de ça? C'était assez cool, mais même issue de business model. Grosso modo, Snap s'est mis à décider. Donc, un des grands paris d'Evan Spiegel, c'est la réalité augmentée. C'est de se dire que dans 10 ans, on aura des lunettes en réalité augmentée et qu'on vivra dans un monde augmenté avec des interactions web et qui seront déposées par-dessus notre réalité existante. Donc c'est quand même c'est la Matrix, quoi. C'est assez fou de se dire que les grands entrepreneurs. C'est fort probable, mais ouais. Est-ce que les grands entrepreneurs de la Silicon Valley, dans quel futur ils croient? Moi, j'y crois qu'un jour ça viendra. Et donc pour accélérer ce pari-là, ce que Evan Spiegel envisageait, c'est de se dire il ne faut pas attendre qu'on ait le device des lunettes pour commencer à construire les créateurs qui vont créer des expériences pour ce monde en réalité augmentée. Il faut directement qu'on commence à investir sur le mobile. Et donc, ça a été le pari qu'il a fait je ne sais plus quel nom de la société, c'est une société roumaine qui l'a racheté, qui avait créé des filtres en réalité augmentée qu'ils ont directement intégrés dans Snapchat. Et là, c'était le début un petit peu des expériences en réalité augmentée. Et à ce moment-là, ils ont dit maintenant on va créer un outil qui s'appelait Lens Studio, qui est en fait une espèce de Photoshop de la réalité augmentée qui est directement plugué en fait à Snapchat, où tu peux créer. Nouveau, tu as un outil tout nouveau qui permet de créer des nouvelles expériences qui n'ont rien à voir et où Snapchat a tout intérêt à te mettre en avant si tu en fais des biens. Complètement. Et donc tu chopes l'opportunité, tu y vas. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'était un pivot de Peter. C'était un pivot vis-à-vis du chatbot qu'on avait fait. On avait levé des fonds et on a discuté avec nos investisseurs. Est-ce que vous êtes fine pour qu'on tente un pivot? Et tout le monde a dit allez go. Et donc on a décidé de prendre le pari de l'opportunité Snapchat. Et à ce moment-là, c'est vraiment early days, quoi. On était peu de créateurs, on commence à créer des expériences assez simples qui étaient des filtres que tu pouvais porter en réalité augmentée. On en avait créé un assez marrant qui était un chat, tu vois, et quand tu souriais, il y avait deux petits fucks je fais pas le geste, mais deux petits fucks qui remontaient, tu vois, et ça a c'est de suite devenu viral. On a passé en quelques jours plus d'1 million d'utilisateurs, tu vois, sur ce filtre. Ouais. C'est comme Dimitri qui faisait la vidéo. Dimitri maintenant qui fait sur Instagram, ouais. Ou Insta, où maintenant t'as même une communauté qui est encore plus grande, puisque qu'on l'invite. de ouf. Dimitri, ce qu'il fait sur Insta, c'est génial, et il profite d'une communauté qui est encore plus large que celle de Snapchat qu'on avait à l'époque. Ouais. Snap à l'époque, à l'époque, 2019, 2018, plus 2018, c'était 180 millions de daily active users. Aujourd'hui, je crois que Insta, c'est plus d'1 milliard. Tu vois, donc tu as 5 fois les volumes. Donc à ce moment-là, c'est Snap qui vraiment, les premiers, font le pari de dire on va créer un pool de créateurs qui vont créer des expériences, qui vont alimenter en fait le contenu disponible sur Snapchat, et notamment le contenu en réalité augmentée.
Donc on a commencé à créer des filtres assez basiques, après on a commencé à créer des jeux, on a commencé à tester plein de choses, on s'est fait repérer par Snap. Snap nous a dit bon allez, vous voulez pas venir à Los Angeles, on va inviter les créateurs qu'on aime bien et on va apprendre les uns les autres. Donc on a rejoint le Lens Creator Program qui était un programme par Snap pour vraiment prendre leurs meilleurs créateurs et essayer de les aider à grossir en fait sur la plateforme. Donc ça a été une superbe expérience. Et là où on a rencontré également des challenges, ça a été encore une fois sur la monétisation où en fait on pouvait avoir une distribution assez importante en fait des expériences en réalité augmentée qu'on créait pour Snap. Et je me souviens des questions que j'avais posées pendant qu'on était avec les équipes Snap, tu vois, à Los Angeles et qu'on réfléchissait un petit peu à l'avenir de la plateforme. C'était est-ce que les filtres aujourd'hui, comme on les crée, est-ce que vous les voyez comme des applications ou comme du contenu? Grosso modo, est-ce que le futur de Snap, c'est l'App Store ou c'est YouTube? Est-ce qu'on est des entrepreneurs ou est-ce qu'on est des créateurs, tu vois? Ça, c'est très proche. C'est une très bonne réflexion. Mais c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on crée du contenu ou est-ce qu'on crée du software? Et je me souviens, ça avait mis un petit silence dans la salle et t'as Ethan Pilipski qui était vice-président qui est toujours d'ailleurs le vice-président de Snap, qui dit notre vision c'est de devenir un App Store, c'est de permettre de créer de l'applicatif. Et c'est vrai que tu pouvais déjà voir dans Lens Studio la capacité de coder tes expériences. Donc tu pouvais pas faire d'appel serveur, donc on pouvait pas avoir une base de données externe, mais tu pouvais avoir une base de données locale dans ton filtre qui te permettent de créer des expériences plus interactives, comme par exemple des jeux où tu as des points qui s'affichent, où on pouvait débloquer différents filtres en fonction des scores que tu atteignais. On a vraiment exploré des choses assez dingues à l'époque, hein, et c'était très inspirant d'explorer tout ça. Et ça donne en fait. Il y a un an, du coup. Ouais, à l'époque, ouais, je te dis ça, c'était. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout va très vite. Ouais, tout va hyper vite. Tout va très vite par rapport à ces sujets-là d'opportunités. Bien sûr. J'aime beaucoup j'observe un pattern en fait qui est comment tu trouves des grosses boîtes qui ont vocation à devenir des plateformes. Donc la définition d'une plateforme, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est un business qui permet à d'autres business de se construire par-dessus. Exactement. En l'occurrence, est-ce que tu crées des créateurs, est-ce que tu crées des entrepreneurs et tout ça, voir leur intérêt à eux. Donc par exemple, à l'époque, l'intérêt de Facebook, c'était de pousser les chatbots pour qu'il y ait plus d'usage de Messenger. Donc il y avait un alignement d'intérêt entre vous pouvez créer un chatbot qui est intéressant et donc récupérer le trafic. Quand c'est Snapchat, c'est la même chose. Leur intérêt, c'est d'augmenter l'usage des filtres en réalité augmentée. Donc ils ont besoin de personnes qui sont créatrices. C'est la même chose pour Airbnb avec Craigslist. Complètement, ouais. L'objectif de Craigslist, c'était avoir plus d'annonces de bonne qualité. Airbnb, ils sont plugués et ils ont publié toutes leurs annonces et donc il y avait plus d'annonces de bonne qualité. Donc c'est arrivé à trouver un alignement d'intérêt sur une montée toujours à une époque où il n'y a pas beaucoup de créateurs ou pas beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent là. Bien sûr. Et une fois que tu repères cette opportunité, tu y vas. Bien sûr. Mais en fait, tu te poses pas tant de questions que ça. C'est juste, tu trouves ça cool et bien sûr. tu y vas. Après, est-ce que tu vois, personnellement, tu fit ou pas avec cette plateforme, avec le projet, avec la vision que ça a Et il y a aussi un autre sujet faut être prêt à à travailler des sujets qui n'ont jamais été travaillés avant. Exactement, ouais, de ouf. Ouais. Parce que créer des filtres Snapchat en réalité augmentée, c'est nouveau. Ouais. Créer des chatbots, c'est nouveau. Genre à chaque fois, tu dois te reformer en fait à créer quelque chose de nouveau. Ouais. Et c'est vrai que je pense avec mon équipe, c'était vraiment ce qui nous excitait aussi, tu vois, c'est d'arriver vraiment dans le nouveau, tu vois. Et c'est le Far West et il y a tout à explorer, il y a tout à créer, il faut inventer les patterns, il faut inventer la façon de créer des expériences, tu vois. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je suis sûr que dans le futur, je le referai pour d'autres plateformes, pour d'autres produits, de vraiment aller explorer le nouveau, quoi. Et donc ça, c'est assez excitant. Ouais, ça a du sens. Donc il y a un côté explorateur et découvrir des nouvelles terres complètement vides et bâtir dessus, quoi. Complètement. Après, est-ce que c'est la Californie ou est-ce que c'est un désert? C'est toujours une vraie question, mais c'est ça, très clair. Donc ça, pour les plateformes existantes, je pense que j'ai bien pigé l'idée. Maintenant, sur cette stratégie de viral marketing-là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Pourquoi à ce moment-là? Genre, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous vous dites « Ok,
on va mettre en place ce système de file d'attente Ouais. et où les gens peuvent se parrainer, etc. Et comment vous le faites? Complètement. Alors au moment, donc on lance grosso modo Peter. Donc Peter, le premier modèle qu'on voulait tester, c'était de mettre en relation des collégiens et des lycéens pour les aider à faire leurs devoirs directement sur du messaging avec des tuteurs. Donc on avait des tuteurs qu'on recrutait, qui étaient des étudiants, qu'on payait. Et de l'autre côté, tu avais des élèves qui avaient besoin d'aide pour faire leurs devoirs, et plutôt que de faire un vidéo call ou d'avoir un vrai tuteur qui vient à la maison, de se dire on va tout faire sur messaging, c'est là qu'il c'est là qu'il consacre du temps. Et le truc assez novateur, je veux dire, et excitant qu'on avait trouvé, c'était de dire au lieu que Peter, en fait, dans le premier modèle, mette en relation les élèves avec des centaines ou des milliers de tuteurs différents, on va personnaliser en fait tous ces tuteurs dans un personnage qui est Peter. Et en fait, lorsque tu étais un élève, tu disais OK, j'ai besoin d'aide en maths sur tel exercice, on te demandait une photo de l'exercice, nous on transmettait comme Uber en fait la demande à un pool de tuteurs, et le premier qui acceptait la demande était mis en relation avec l'élève. Mais côté tuteur, le rôle qu'il devait jouer comme au théâtre, c'était de dire tu es en fait Peter. Tu vas jouer le rôle d'être Peter. Et pour l'élève, ce qui était assez extraordinaire, assez magique comme expérience, c'est que pour lui, à aucun moment, il voyait qu'il avait parlé avec 10 tuteurs différents. Pour lui, c'était tout le temps Peter qui avait la main sur le sujet. Et donc le chatbot, là où il était complètement automatisé, c'était pour qualifier en fait la demande. Tu as besoin d'aide dans quelle matière, sur quel exercice, en quelle classe tu es, enfin qualifier tout ça. Et ensuite, Peter disait génial, bouge pas, je reviens dans un instant. Et 30 secondes plus tard, tu étais mis en relation avec un tuteur, mais qui restait Peter en fait Okay, pour l'élève. Donc ça, c'était assez magique de te dire waouh, j'ai ce support disponible pour mes devoirs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et toujours là pour m'aider gratuitement. Et au départ, c'était gratuit, et l'idée, c'était au bout d'un certain temps de vendre des abonnements payants. Et ça, c'est assez magique, tu vois, comme expérience. Et en fait, le départ. Donc ça, c'est votre produit. Ouais, ça, c'est le produit. Ça, c'est vraiment la partie de votre produit. Complètement. Il y a la partie qualification que vous avez intégrée dans le chatbot, qui était du coup le début de votre processus de sales presque, quoi. Genre comment tu convertis les gens à utiliser, et l'acquise. Complètement. Et en fait, c'est ça qui est très fort en fait dans tout phénomène de viralité produit extrêmement forte. C'est vrai que j'ai échangé avec pas mal d'entrepreneurs qui disent ok, c'est quoi le gros sac, c'est quoi la petite sauce, tu vois. Mais la vraie clé du succès d'une viralité, c'est to make something people want. Ouais. Et c'est vraiment la clé de la clé de la clé. Dis-toi, quand tu es, donc le moment où ça a piqué, c'était la période de Noël 2016. Dis-toi, à ce moment-là, tu as des centaines de milliers, c'est pas des millions d'élèves en France qui ont leur DM de maths à rendre à la rentrée, qui veulent pas faire, et que l'envie d'avoir un personnage qui va t'aider à faire tes devoirs sur Messenger en quelques clics, et à qui tu vas pouvoir échanger de façon fun, tu vois, c'est plus boring, tu vois, l'expérience devient super attrayante. C'est une promesse qui est hyper puissante pour les élèves à ce moment-là. C'est hyper puissant. Donc, la première chose qu'on constate, c'est que sur les quelques utilisateurs qu'on commençait à avoir, le premier démarrage qu'on fait, c'est en fait, on avait créé une page Facebook sur laquelle on avait rien en fait. On avait juste créé une page Facebook et on avait fait une note où on avait préparé des messages qu'on copiait-collait dans la page Facebook avant d'avoir programmé la première expérience Peter. Et j'ai envoyé un texto à mon cousin qui était au lycée à l'époque, et je lui dis tu galères toujours en maths, t'as besoin d'aide, tu connais Peter, tu connais pas Peter? Attends, tout le monde utilise ça à Paris, c'est trop cool, tu devrais regarder. Et donc, mon petit cousin envoie C'était une page Facebook du coup, c'était une Peter. page Facebook basique. Un like. Ouais, avec 10 likes même pas. On avait créé des faux comptes pour mettre des likes. Et t'as mon cousin qui envoie ce premier message qui dit salut.
Et là, on avait prévu une série de messages du style salut Florent, je m'appelle Peter. Écoute, je vais t'aider à faire tes devoirs. Envoie-moi ton exercice. Dans quelle matière tu as besoin d'aide? C'est quoi ta classe? Donc il n'y avait pas de chatbot. Alors ça, c'est vraiment le tout début. Ça, c'est quelques semaines avant qu'on ait programmé l'expérience, qui est le pic de viralité. Et la première chose qu'on constate, c'est que on a démarré, que mon cousin ait démarré en fait la première expérience. Et 2 semaines plus tard, on a peut-être la moitié de son lycée qui utilise le chatbot. De façon complètement organique. Oui, donc il y avait déjà le chatbot qui existait. Ah, excuse-moi, ouais. Alors, c'était pas le chatbot, c'était un fake chatbot. C'était un fake chatbot, vous tapiez derrière. Ça, donc, trouver vos premiers clients et leur parler, c'était un texto à ton cousin. Exactement. Et derrière… Alors, c'est texto à mon cousin. Mon cousin se connecte au service. Il vit l'expérience. Il vit l'expérience, il a la valeur du service. Et à la fin, on lui dit, si tu as kiffé, parle-en à 3 de tes amis, tu vois. Et, juste ça, juste une invitation à en parler. Et ensuite, on a eu ça, il a commencé à ramener des amis. Et là où on a accéléré un petit peu la marche, c'est qu'ensuite, quand on avait un utilisateur qui revenait une deuxième fois, on lui bloquait l'usage la deuxième fois. On lui disait, pour débloquer une nouvelle aide au devoir, il faut que tu ramènes 3 personnes. Ok. Et là, dès qu'il ramenait 3 personnes, on l'aidait à faire ses devoirs. Vous avez vu une vraie différence entre avant et après? Ouais, complètement. Une fois que, bien entendu, tu crées un petit peu de frustration chez l'utilisateur. C'est-à-dire, si tu as réussi à hooker l'utilisateur, qu'il a eu un wow effect dans l'expérience qu'il a eue la première fois, il va vouloir avoir cette expérience. Donc à ce moment-là, si tu lui mets une barrière, tu lui dis écoute, tu reveux ton shot, pas de problème, mais tu m'aides. Tu en parles à 3 de tes potes. Et là, on te redonne l'accès au service. Okay. Et là, toujours à la main. Toujours à la main à ce moment-là. Et vous gériez 500 personnes ouais, c'est ça. Ouais. On a géré un peu moins 300 et quelques personnes. Donc c'était la course, quoi. Et vous développiez le chatbot en parallèle. Exactement. Donc c'était la course pour pouvoir commencer à… Donc du coup, si moi demain je veux mettre en place une expérience de viral marketing, je commence par envoyer un texto à mon cousin. Par exemple, si c'est la cible. C'est une blague, mais ouais, c'est ça l'idée, quoi. C'est genre, je vais trouver des gens dans mon entourage qui sont la cible et qui ont besoin de ce que je propose. Exactement. Et là, il y a un vrai besoin viscéral identifié. Il faut qu'il y ait un vrai besoin. Je veux vraiment pas faire mon DM de maths. Ça marcherait pas maintenant parce qu'il y a le coronavirus et que l'école est fermée. Mais du coup, tu fais ça. Tu proposes l'expérience. Tu observes que lui, il en parle naturellement. Déjà à la base, avec juste une petite demande, tu te dis ok, je vais itérer sur cette stratégie et je vais bloquer l'accès au service pour qu'ils puissent accéder à plus. Tu peux pas créer quelque chose dans les gens, tu peux pas créer un comportement que les gens n'ont pas naturellement. Tu peux que amplifier un comportement que les gens ont. Tu dois déjà observer que les gens ils aient eu un wow effect avec ton produit, qu'ils soient in love avec ton product et qu'ils en parlent naturellement. Si tu n'as pas ça de façon organique, tu peux pas l'accélérer. Tu n'as pas le comportement. Tu pars de 0. 0 fois 1 milliard, ça fait toujours 0. Donc une stratégie de viral marketing, c'est un mouvement d'accélération, pas un mouvement de démarrage. Exactement. Okay. Ouais. Pour moi, le mouvement d'accélération, il se produit à partir du moment où tu as un product market fit. Et au moins que tu as un product market fit dans ta promesse. Peut-être tu ne l'auras pas plus tard dans ton usage, tu vas découvrir qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Mais quand tu fais une promesse à quelqu'un, est-ce que la personne fait wow et achète? C'est-à-dire, elle vient vraiment se connecter sur ton site et elle utilise le produit. Tu vois? Et ça démarre de ça. Et si tu n'as pas ça, j'ai vu tellement d'entrepreneurs essayer de créer de la viralité à partir de rien, à partir de vent. Ça mène nulle part, tu vois. Tu vas t'essouffler en fait, parce que tu n'as pas de leverage, il n'y a pas de vitesse. Donc, je trouve ta remarque, elle est géniale, quoi. La viralité, c'est de l'accélération, c'est pas du démarrage. Du coup, une fois que tu as ces gens, que tu as ce système-là de je te bloque l'accès, comment t'accélères encore? Ok, donc arrivé à ce moment-là, donc on commence à avoir une belle traction côté élève. Il faut qu'on recrute également tous les tuteurs pour pouvoir commencer à gérer toutes ces demandes-là. Et à ce moment-là, donc on a la première expérience complètement automatisée, le chatbot qui sort. On constate en fait que les tuteurs qu'on recrutait à ce moment-là, on les recrutait à la va-vite, on les qualifiait mal et on se rend compte que si on avait un mauvais tuteur, l'élève ne revenait pas.
Et s'il revenait pas, il en parlait pas à ses potes. S'il en parlait pas à ses potes, on arrêtait de croître. Vous vous rendez compte de ça quoi, avec des chiffres ou Ouais, des chiffres. Ouais. On se rend compte que tout, sur 100 nouveaux et à l'époque, on faisait tout ça. On n'avait pas connecté Amplitude. On faisait tout ça à la main. Moi, je faisais mon Excel et je regardais. Ok, il y a eu 100 nouveaux utilisateurs qui sont venus la semaine dernière. Sur ces 100, sur cette nouvelle semaine, je sais pas, j'en ai que 8 qui sont encore revenus quoi. Ok, il y a un problème. Et là, on se rend compte que, je sais pas, les 15 derniers tuteurs qu'on a recrutés, ils sont pas au même niveau que les précédents. Et donc, la qualité du service a été dégradée. Donc, les devoirs sont pas aussi bien faits qu'avant. Et donc, les élèves disent, ok, ça m'a pas aidé et ils reviennent pas. Et là, on se dit, ok, il y a un problème à fixer au niveau de notre supply de tuteurs. Et donc, on était chez The Family et t'as Gilles, qui était notre parrain chez Peter, qui me dit, putain, les gars, si vous n'arrivez pas à assurer la qualité du service, pas le choix, vous bloquez complètement l'accès au service jusqu'à que vous ayez résolu la partie supply. Et donc, je me souviens très bien. Je me souviens d'avoir vu ce message sur le Slack de The Family à l'époque, où Gilles disait, il vaut mieux que vous ayez une énorme file d'attente d'étudiants qui veulent accéder à un service de qualité que des gens qui accèdent tous à un service de merde. Complètement, ouais. C'était ça. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, OK, on bloque l'accès au service et on assure donc réaugmenter la qualité du produit derrière en attendant. Et là où on rajoute, on va dire, la cerise sur le gâteau que nous a donné Gilles, c'est de se dire, mais si on commence à stocker les utilisateurs, pourquoi pas essayer de déplacer la boucle de viralité qu'on avait observée après l'usage du produit, avant l'usage du produit? Et de se dire que la simple promesse est suffisamment forte pour entraîner une boucle de viralité. Et là, ça devient hyper intéressant. Donc, on a tout le chatbot qui est programmé. On essaie de scaler la qualité de nos tuteurs qu'on est en train de recruter. Et côté liste d'attente, on décide de mettre en place un système de waiting list avec une boucle de viralité, un petit peu comme avait fait, je sais pas si comme Robinhood avait fait, donc ça c'est l'app de trading, tu vois, aux US. C'était la promesse, c'était tu peux trader à 0% de commission. Exactement. Moi je me souviens, j'avais 18 ans, j'étais en mode vas-y je vais trader des trucs, c'est sûr. Effectivement, j'avais partagé à plein de potes. Ils avaient fait une liste d'attente hyper efficace aussi. Ouais. Complètement. Nous, on a eu 2 succès qui nous ont été des rôles modèles. Tu avais Robinhood et tu avais Maybox, qui était une app qui a été rachetée $100 millions par Dropbox 3 mois après qu'ils aient lancé. C'était une app d'emailing qui était ultra simplifiée, très light, très jolie. Enfin, c'était l'époque de la productivité avec Sunrise, Maybox. C'était des belles apps. Et même chose, ils avaient fait une petite vidéo. Waiting list, tu veux y accéder avant tout le monde, pas le choix, tu veux inviter tes amis. Et donc, on se dit, OK, est-ce qu'on peut répliquer cette recette, vu qu'on a de l'excitement autour du produit, est-ce qu'on peut la répliquer sur Messenger pour Peter? Et donc le modèle qu'on crée, c'est grosso modo, on te fait vivre l'expérience comme si tu allais arriver jusqu'à la requête et devoir. Donc, tu fais investir les gens. Ouais, on fait investir les gens. On leur fait passer du temps. C'est-à-dire qu'on arrive, on va te demander en quelle classe tu es, on va te demander dans quelle matière tu as besoin d'aide, on va te demander, je sais pas, on a toute une série de questions pour te qualifier au départ. Et ensuite, les questions plus liées au devoir, donc dans quelle matière tu as besoin d'aide, envoie une photo de tes devoirs, etc. Enfin, on les amène jusqu'au bout, au moment où ils seraient censés avoir le début de l'interaction avec le tuteur. Et au moment où ils se disent, OK, ça y est, je vais avoir l'aide de la part de Peter, là, grosse frustration, il y a X personnes qui sont devant toi dans la liste d'attente. Pour passer devant tout le monde, partage à tes amis et à chaque fois qu'il y a un de tes amis qui rejoint Peter, on te fait gagner 100 places dans la liste d'attente. Comment tu traques ça? Tu lui donnes un lien? Ouais, on avait donné un lien, exactement, on avait un lien donc qui était un lien qui permettait… En fait, il y avait des cartes de partage que Messenger venait de créer, qui étaient donc dans Messenger. Et là où on avait fait un hack assez stylé, c'est qu'on avait intégré, normalement tu pouvais mettre qu'un bouton, on avait intégré 2 boutons où en fait tu partageais ta carte de partage, donc on utilisait la fonction partage de Messenger. C'est là qu'en fait on a vraiment gagné on va dire en aéronautique on appelle ça la finesse de ton avion, tu vois, c'est-à-dire à quel point tu arrives à gagner de la vitesse en fait avec le minimum de frustration, le minimum de résistance de l'air. Et en fait, on a réussi à créer ça en ayant toute l'expérience qui soit uniquement dans Messenger. À aucun moment, tu devais sortir de Messenger. Et donc, au moment où on arrivait, on disait, écoute, tu dois partager cette carte-là,
tu dois inviter 3 amis sur Messenger. Tu avais la carte qui apparaît, rejoins Peter. Tu avais un bouton partage et tu avais un bouton commencer. Et le bouton commencer, il était bloqué si tu étais l'utilisateur qui avait cette carte-là. Mais si tu étais un utilisateur qui recevait la carte d'un de tes potes, le bouton commencer était actif et tu pouvais rejoindre Peter. Et refaire la boucle. Et tu arriver refaisais à la boucle. frustration. Exactement. Et partager à 3 potes. Exactement. Et là où c'était très puissant et où vraiment il y avait très peu de frustration, c'est que le bouton partage ouvrait en fait ton carnet d'adresses Messenger avec tous tes contacts que tu avais sur Messenger et ceux que tes potes les plus proches tout en haut et avec un bouton à côté Send. Donc en fait, c'est là que tu arrives à des niveaux de friction que je pense très peu de plateformes. Il faut une plateforme qui a forcément l'accès à l'identité pour créer une friction. Aujourd'hui, avec une app, c'est ce qu'on a vu avec Vibe l'autre jour quand on a interviewé. Tu as le bouton share de iOS. Une fois que tu as les carnets d'adresses, et ça ouvre directement ton Messenger, tes iMessage, tout quoi. Genre aujourd'hui, si tu as une app, mais même en ligne, hein, je pense que tu dois pouvoir en web, tu dois pouvoir faire des boutons comme ça qui ouvrent ton truc de partage. Sur cette partie-là, complètement, là où tu as un peu plus de friction par rapport aux apps, même Vibe aujourd'hui par rapport à nous à l'époque de Messenger, c'est le téléchargement. Téléchargement plus inscription plus redécouvrir l'expérience. Et ça, ces 3 blocs-là, nous, c'était instantané. C'est-à-dire qu'ils envoyaient send. La carte, elle arrivait dans un autre messaging, dans le Messenger d'un de tes potes. Il appuyait sur démarrer. Son Messenger, il switchait de la conversation que tu étais avec ton pote à Peter et boum, tu étais où? Tu recevais le premier message de Peter. Hey Valentin, Sarah m'a dit que tu m'as parlé de toi, tu vois. La puissance. Et en plus, on personnalisait l'expérience parce qu'on savait de qui ça venait. Et donc là, l'élève, il est de suite hook, quoi. Vas-y, je vais t'aider à faire tes devoirs, c'est parti. Et donc, il refait tout le funnel. C'est genre, tu t'accompagnes les gens à devenir des ambassadeurs sans même qu'ils le sachent vraiment, complètement. Tu reproduis l'effet psychologique de hey, tu devrais trop tester ce truc. Ouais, complètement. Et c'est là que c'est puissant aussi, tu vois, d'avoir un personnage. Ce personnage, il a une identité, donc le lien émotionnel, il est très fort il était extrêmement fort avec Peter, que les utilisateurs avaient. Et donc, tu peux leur demander l'impossible. Je me souviens à un moment, on commence à avoir le début du pic, et je rajoute en fait, lorsqu'un élève était dans la liste d'attente et qui renvoyait un message à Peter alors qu'il était encore dans la liste d'attente et qu'il n'avait pas partagé. Et j'avais préparé, une vingtaine de messages random qui pouvaient être envoyés pour remotiver l'élève à encore partager. Et l'un d'entre eux, c'était je te donne le secret pour passer devant tout le monde. Il te suffit de partager la carte dans le groupe Messenger de ta classe. Et là, tu as des élèves qui envoyaient la carte de partage, au lieu de la spreader à un utilisateur, ils la spreadaient à toute leur classe, 30-40 personnes d'un coup. Et notre élève qui a partagé au plus de monde en fait chez Peter en fait, elle a ramené en nombre d'utilisateurs actifs, notre numéro 1, 198 utilisateurs. Donc des gens qui ont ouvert Peter et qui sont allés au bout de l'onboarding et qui ont ouvert Peter. Qui ont ouvert Peter. 198. Une élève qui a ramené 198. Ça fait un ratio correct. Tu vois, le coefficient de viralité, il est dinguissime, tu vois. Et je pense que ce type de coefficient, aujourd'hui, c'est quasi impossible de le retrouver. J'ai pas de stats sur ça, mais je crois que, peut-être je me trompe et je dis une connerie à la caméra, mais je crois que on est peut-être l'app, je vais peut-être dire une grosse connerie là, mais je pense qu'en tous les cas, on est une des apps dans le monde qui a eu le plus fort taux de viralité, le plus rapide, de 1000 à 100 000 utilisateurs. Passer de 1000, même on avait un peu moins de 1000 utilisateurs actifs à 100 000 en 48 heures. Je pense qu'il y a très peu d'apps, même Facebook, même Snap, quand ils ont eu leur taux de croissance, qui ont eu sur cette donc ce pic-là. Le point de bascule, il est vraiment sur le moment où vous mettez cette carte et où les gens peuvent partager. Vous passez de 0 à 1000 en combien? 2 semaines? On passe de 0 à 1000 en un mois. En un mois. Vous passez de 0 à 1000 en un mois et de 1000 à 100 000 en 48 heures. Ouais. Et en fait, le pic continue même au-delà. Le truc, c'est qu'à l'époque, on avait des serveurs qui n'étaient pas au top. Et grosso modo, on a vécu des crashs serveurs atroces. C'était la période de Noël. Donc, tu as Stephen, notre CTO, qui sort des repas de famille, etc., qui va essayer de préparer le scale-up de Peter. Parce qu'en fait, quand les serveurs étaient down, les cartes ne fonctionnaient plus. Les utilisateurs rejoignaient, ne recevaient plus de messages. On les comptait plus dans la base de données. Donc, en fait,
on a perdu des centaines de milliers d'élèves qu'on n'a pas comptabilisés dans notre base de données pendant ce rush-là. On est monté, je crois, à la fin du mois de décembre, donc en même pas 15 jours, on est monté, il y a plus de 350 000 inscrits, tu vois, plus tous ceux qu'on avait perdus, et c'était des centaines de milliers. C'est le moment où The Family a été extraordinaire, puisque on a les serveurs qui tombent, The Family qui nous donne les crédits. On a droit à 100 000 $ de crédit chez AWS. Donc, notre CTO qui a passé, je crois, à Amazon, ils ont écrit un blog post sur notre aventure où notre CTO a passé, je crois, 72 heures avec différents interlocuteurs de AWS du support pour redéployer l'infrastructure, pour tenir la charge sur des centaines de milliers d'utilisateurs qui venaient taper à la porte du service. Donc, enfin, c'est le moment où tu as plein de problèmes de riches, quoi. Ouais. Et c'est ouf, quoi. C'est crypto x 10, quoi. Ok. Donc il y a un truc dont tu as parlé qui est intéressant, qui est le coefficient de viralité. Ouais. Donc, c'est le nombre de gens qu'une personne inscrite à ton service va ramener dans ton service. Exactement. Donc, c'est le nombre de leads générés par une personne. Complètement. Il y a un autre facteur dans une stratégie de viral marketing qui est le temps qu'il faut à la personne pour inviter ses potes. Complètement. Comment tu fais pour optimiser ça? C'était juste naturel? Ouais, ça c'est grâce à la plateforme, et c'est pour ça que je pense qu'en termes de viralité de 1000 à 100 000, je pense qu'il y a très peu d'apps qui nous battront sur ce sujet-là. C'est grâce à Messenger, c'est grâce à l'expérience qui est complètement imbriquée dans Messenger. C'est-à-dire que les gens n'ont pas à sign up, ils n'ont pas à télécharger, ils n'ont pas à prendre l'UI. Ton carnet de contacts, il est directement intégré dans Messenger. Grosso modo, tu appuies sur un bouton, tu fais send, et boum, t'as invité tout le monde. Et de leur côté, pour devenir à leur tour des diffuseurs du produit, ils ont simplement eu à rejoindre l'expérience instantanément, à descendre le funnel. Enfin, c'est d'une rapidité et d'une simplicité. Donc là, on pourrait dire que le coefficient de viralité, il est déterminé par l'excitation que la personne va avoir à propos du service et son niveau d'envie d'accéder au service. Complètement. Et que la rapidité, elle vient que de l'UX. Et elle vient exactement de comment tu crées une expérience qui est frictionless, très peu de friction sur l'expérience. Vraiment, et le moins de clics tu arrives à créer entre le moment où un utilisateur a partagé ton lien, ta carte, le SMS qui permet en fait de démarrer l'expérience de ton app. Plus ce lien est court et moins il y a de clics avant que ton nouvel utilisateur redevienne un référent en fait pour ses amis. Le plus tu optimises le nombre de clics, le mieux tu optimises le temps, le delta en fait qui va se passer pour que ta viralité elle augmente, quoi. Donc c'est comment tu raccourcis au maximum dans ton expérience le fait qu'un nouvel utilisateur transforme un de ses amis en utilisateur et que cet utilisateur redevienne à son tour un nouveau propagateur. Et tu optimises ça le plus possible, le plus fort. Tu sais tout retirer, quoi. Vraiment, tu profites, quoi. Ouais, et après tu profites quand ça marche. Donc c'est comme d'habitude en entrepreneuriat, c'est globalement simple, par contre c'est dur à faire, quoi. Ouais, c'est la technique est simple. Ouais, bien sûr, contre, le faire correctement, c'est ça que c'est dur. Ouais. J'espère qu'il y a des gens qui vont prendre ton pari et qui vont éclater vos chiffres, quoi. Ouais, j'espère aussi, complètement, de ouf. Ouais. Parce que c'est trop intéressant en fait comme phénomène. Il y a eu une histoire de cible aussi. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y avait pas d'incentive du tout. Il n'y avait pas d'incentive financier. Le seul incentive, c'était de passer devant tes copains dans la file d'attente, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un truc c'est un mécanisme qui est connu chez les étudiants. Si tu vas targeter des gens qui ont 60 piges, ça marche peut-être moins bien. Bien sûr. Forcément, s'ils ont 60 piges, ils sont peut-être sur des plateformes qui sont moins organisées, tu vois, pour les systèmes de partage, etc. Leur première plateforme, je pense aux gens qui ont plus de 60 ans, c'est peut-être maintenant l'email, maintenant Facebook, tu vois. Donc, c'est des plateformes qui ont quand même été assez exploitées, où il y a eu pas mal de hacks. C'est plus facile de trouver des hacks sur des nouvelles plateformes, puisqu'il y a encore il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas encore de sécurité, il y a encore plein de choses qui ne sont pas contrôlées. Tu vois, nous, ce qui s'est passé, une anecdote assez marrante à raconter, c'est que du coup, pendant le pic, au moment où on dépasse les 100 000 utilisateurs, on a un premier problème qui tombe, qui est nos serveurs qui nous lâchent. Donc, on doit déployer une nouvelle infrastructure. Et on a un deuxième problème qui nous est tombé dans les heures qui ont suivi. Ça a été que l'algorithme de Facebook nous a bloqués.
Parce qu'il a dit, OK, il y a trop d'activités sur cette page d'un coup, il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer, et du coup, ils ont bloqué l'accès à l'API. Et là, c'était un soir de semaine, c'était 23 heures, tu vois, et d'un coup, plus rien ne fonctionne, l'API a été coupée et on est en train de déployer des serveurs pour une API qui ne nous répond plus. Et The Family qui a été encore magique à ce moment-là, on balance à 23h à Channel The Family, OK, on vient d'être bloqué par Facebook, est-ce que vous connaissez du monde? J'appelle tous mes potes qui travaillent dans la tech à 23h pour est-ce que tu connais quelqu'un chez Facebook qui peut nous débloquer? Et petite anecdote un peu secrète, mais c'est pas mal de la raconter. T'as Serge, qui a été après plus tard notre premier investisseur d'ailleurs. T'as Serge Allen qui en fait avait travaillé qui avait vendu une boîte en fait à David Marcus, qui était le président de Messenger et le numéro 2 chez Facebook. Et donc, il le connaissait personnellement, ils étaient copains, et qui lui envoie un message salut David, j'ai une petite boîte sympa, ils viennent d'être bloqués, est-ce que tu peux intervenir sur le sujet? Et à ce moment-là, David Marcus, donc c'était pendant les vacances de Noël 2016, il était sur une île avec sa famille et il y avait une tempête qui était en train d'arriver et il savait pas, tu vois, si ça allait bien se passer pour lui sur son île avec la tempête, le typhon qui était en train d'arriver. Et David Marcus a quand même contacté les équipes de Messenger à Palo Alto et a dit OK, débloqué, et on a été débloqué dans les heures qui ont suivi, quoi. Donc on peut laisser ça au montage? Ouais, de ouf, ouais, complètement. Ça c'est pour tous les gens qui se posent la question de mais ils font quoi vraiment The Family? Bah ils font ça. En fait. Ouais, complètement. Bah non, mais de ouf. Et ils le font avec tout le monde. Ah ouais, genre, complètement. moi j'ai vécu des trucs pareils quoi. Ouais. Et c'est incroyable. Genre c'est vraiment que ça la vraie grosse valeur de The Family, c'est le réseau, c'est incroyable. Ah mais c'est incroyable. Bah, tu vois à quel point c'est game changer pour nous à ce moment-là. Complètement. T'as le numéro 2 de Facebook qui donne l'ordre de nous débloquer à un moment où on a des dizaines de milliers d'utilisateurs qui veulent rentrer sur notre produit, quoi. Incroyable. Ce système-là, on le voit avec toi à une échelle qui est fat, quoi. Genre, c'est quand même 100 000 personnes en 48 heures, c'est vraiment beaucoup. C'est ce que tu dis, genre, c'est pas reproductible, il y a une part de chance, il y a une part de timing, il y a une part d'intuition très forte, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut créer des stratégies de viral marketing à une plus petite échelle? Ouais. Et sur d'autres types de business éventuellement, tu vois, si je suis une boîte de service, je suis une agence, je fais du design et j'ai envie d'arriver à créer une boucle un peu similaire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour reproduire un peu ce phénomène-là, même si ça me rapporte pas 100 000 personnes en 2 jours, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Sur la partie reproductive, je pense que c'est reproductive. Je pense qu'il faudra une nouvelle plateforme qui ait aussi peu de friction, tu vois, pour amener, pour atteindre cette vitesse-là, tu vois. Mais ça viendra. Puis ça se tâtonne, quoi. Puis, ça se tâtonne, tu testes et complètement. Toujours pareil. Absolument. Et est-ce que ce type de modèle-là peut fonctionner à plus petite échelle? Bien évidemment, je pense que ça peut fonctionner à toute échelle. La première chose qui compte, c'est vraiment Y Combinator, make something people want. Vraiment de démarrer avec une expérience où les gens, quand ils ont utilisé ton produit, ton service, qu'ils ont fait appel à ton agence, ils sortent avec le smile. Ils se disent « Waouh, c'était vraiment dingue ». Et ensuite, le deuxième point que tu dois te poser, la deuxième question que tu dois te poser, c'est je sais pas comment dire en français, mais repeatability, tu vois, de ton service. À quel point les gens ils vont réutiliser ton service et avec quelle cadence, tu vois. Et plus la cadence de demande de ton service est faible, plus tu as d'opportunités pour incentiviser un comportement de partage, un comportement de viralité. Plus elle est faible, ça veut dire qu'il y a peu de repeat? Plus elle est courte, excuse-moi. Okay. Plus le repeat est rapproché en fait. Plus tu as du repeat, plus tu peux leur dire bah vas-y, Plus tu as d'opportunités, plus tu as de points d'interaction, plus tu as l'opportunité de demander parle de moi. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très important. Donc le fait d'avoir un service qui est très répétable dans son usage. Ouais, effectivement, tu les vois, c'est les Uber. À chaque fois que tu es en soirée, tu veux inviter tes potes. Tu as toujours une opportunité de penser au fait que tu peux inviter. Complètement. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que toi, en tant que boîte, si tu veux arriver à profiter de ce canal-là, il faut bien prendre en compte plusieurs choses. Il faut prendre en compte, ce qu'on disait tout à l'heure sur ça accélère, ça démarre pas.
Genre, faut pas se leurrer, tes premiers clients, ils viendront pas de ton viral marketing parce que c'est le principe de la viralité, c'est qu'il y a des gens à la base, quoi. 2, est-ce que tu as un repeat qui est suffisamment fort pour que les gens ils se disent je vais inviter parce que ça ne sera pas juste une fois, je vais tester. Et est-ce que je peux incentiver les gens? C'est quoi qu'il faut se poser comme question? C'est est-ce que je peux incentiver les gens? Parce que même si tu n'as pas beaucoup de repeat, en fait, je me pose des questions en live, tu vois. Même si tu n'as pas beaucoup de repeat, tu peux quand même incentiver les gens à partager. C'est peut-être ça le dernier point, tu vois. C'est qu'en fait, c'est bien sûr ça. C'est qu'il y a une puissance parfaitement sous-estimée dans le fait de juste demander aux gens de faire des trucs, quoi. Complètement. Parce que si tu n'avais pas mis le message sur la toute première itération de invite 3 potes, il ne l'aurait probablement pas fait. Bien sûr. Complètement, absolument. Et c'est ça la stratégie de viral marketing de base, c'est juste vas-y, partage. Complètement. Et les gens sont genre, c'est vrai, tiens. Dans tous les cas, c'est une transaction. Lorsque quelqu'un fait une action pour ta boîte, pour toi, il y a souvent une forme transactionnelle. Même si les gens vont faire quelque chose, par exemple, vont partager. Là, par exemple, tu as pas mal d'apps qui sont en train de gagner en viralité sur les sujets écologiques. Tu vois, et tu as une boîte qui est passée chez Y Combinator où ils te proposent de payer ton empreinte carbone, en fait, une forme d'impôt sur ton empreinte carbone, en fait, où tu aurais une mensualité sur le fait que tu as eu une empreinte carbone plus ou moins importante ce mois-ci et tu vas contribuer à ça. Et en fait, on vit dans un monde où les gens payent des impôts volontairement. Ouais. C'est super. Complètement. Et Mathias est assez fan de ce business-là. Et c'est vrai que, par exemple, un incentive que tu peux avoir, qui peut paraître futile, mais pourquoi les gens partageraient le fait qu'ils utilisent ce service-là? Tu peux avoir des jeux de statut, en fait, qui rentrent en compte. Donc le fait de dire, ok, regardez, moi je contribue à sauver la planète. Et donc, en partageant cette action-là, il y a quand même une transaction. Le service, d'un côté, il te donne le droit d'avoir du statut, de dire, OK, j'ai fait une bonne action et I feel good vis-à-vis de mes amis et de mes followers sur Twitter parce que j'ai fait une action qui est bien. Et donc ça, c'est ce que tu offres en fait à l'utilisateur. Et de l'autre côté, ce que l'utilisateur il t'offre de l'exposition, il t'offre de l'audience, il t'offre le partage de ton message en fait. Ouais. Et du coup des leads au final. Et du coup des leads au final. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup tu peux prendre tous les leviers psychologiques qui existent et les mettre dedans. Genre sur Peter, c'était la frustration. Complètement. Le fait de pouvoir débloquer ta frustration. Complètement. Sur ça, c'est le feel good de j'ai fait quelque chose de bien et j'ai l'impression d'être quelqu'un de chouette. Complètement. Sur d'autres sujets, sur le principe même de la file d'attente, d'être devant, c'est un sujet de statut social. Aussi. Enfin, en gros, genre tous les besoins psychologiques humains, tu peux aller taper dedans. Complètement. Et dire, ok, je vais t'aider. Si tu me files un coup de main pour trouver d'autres gens, je vais te filer ça, quoi. Complètement. Il y a un framework qui est ultra utilisé dans la Silicon Valley, qui s'appelle The Behavior Model, qui a été développé par un neuroscientist qui s'appelle BJ Fogg. C'est un petit peu le gars qui a formé tous les UX designers chez Facebook, Instagram, Snapchat, tu vois. C'est vraiment la Bible. Donc tu tapes BJ Fogg, Behavior Model sur Google, tu trouves de suite. Et en fait, son modèle, je sais pas si on pourra le montrer au montage, tu vois, mais tu as en ordonnée, tu as la motivation. Et en abscisse, tu as l'ability en fait de réaliser un comportement, de réaliser une action. Et en fait, ce modèle, ce graphe, ce qu'il te donne, il te dit écoute, si tu veux qu'un utilisateur, une personne fasse cette action, l'action que tu souhaites, quelle qu'elle soit, donc dans notre cas, dans un système de partage, c'est qu'un utilisateur partage ton application, partage ton produit. Tu dois avoir la motivation qui est suffisamment élevée. Tu dois avoir l'habilité de le faire. Tu dois être capable de produire cette action. Et tu as une courbe. Tu as une courbe en fait qui apparaît sur ce graphe, qui est qui est une courbe qui est le trigger en fait, qui est tu dois avoir le niveau qui est suffisamment important. De motivation et d'habilité de le faire, la capacité de le faire. Et si tu es au-dessus de cette courbe, c'est-à-dire que la motivation était suffisamment forte en ordonnée et l'habilité de le faire était suffisamment forte également en abscisse, et bien en fait, dès que tu rentres dans cette zone-là qui est au-dessus de la courbe,
le comportement va se passer. Ouais. Et en fait, la motivation, c'est vraiment une des clés. Donc, l'habilité, ça va être le fait de travailler que ton expérience soit la plus simple fluide et possible. sans friction. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment ce que tu veux essayer d'optimiser. Et pour la partie, donc ça c'est, il faut pas que ça coûte de temps, il faut pas que ça coûte d'argent, il faut pas que les gens réfléchissent trop, que ce soit trop de brain cycles. Donc tout ça c'est dans l'habilité que tu optimises. Et sur la motivation, tu as 3 grandes motivations selon BJ Fogg pour motiver les gens à faire quelque chose. Tu as l'acceptance sociale, donc le fait d'être accepté par les autres sur un comportement que tu vas faire. Le deuxième, c'est l'espoir. Donc, tu vas devenir, tu seras une meilleure personne ou quelque chose de mieux va t'arriver dans le futur. Et le troisième, c'est le plaisir. Si on pouvait mettre un bon exemple derrière ces 3 points, l'acceptance sociale, ce serait Instagram, WhatsApp, enfin tous les réseaux sociaux. L'espoir, ce serait par exemple le Bitcoin, le fait que je vais devenir riche plus tard. Plaisir, ça pourrait être Pornhub, tu vois, le porno, où tu dis ok, je vais passer un bon mois. Et donc tu vois, c'est un petit peu ces 3 grands triggers sur lesquels tu peux jouer, enfin ces 3 grandes motivations. Et de te poser la question, ok, qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que je peux apporter du plaisir? Est-ce que je peux apporter de l'acceptance sociale? Ou est-ce que je peux apporter de l'espoir? Et de jouer en fait avec ces émotions-là pour faire des choses aux gens. Pour faire des choses aux gens. Parce que ils ont cette notion de récompense, et si la récompense paraît proche, bah, ils sont chauds. Complètement. Et si la récompense paraît super, bah, ils sont chauds pareil. Ouais, quoi. bien sûr. Et donc là, en l'occurrence, sur une stratégie de viral marketing comme la tienne, et comme celle dont on parle depuis tout à l'heure, c'est arriver à transformer les clients en vendeurs en fait. Ouais, complètement. Mais de la manière la plus simple, tu lui dis ok, si tu vends mon truc, lourd. Genre tu vas choper quelque chose de très intéressant pour toi, que ce soit en termes de statut social, que ce soit en termes de plaisir, ou que ce soit en termes d'espoir, de prospection de ton futur quoi. Complètement. Ouais. Ok, et ça me paraît plutôt clair. Hein. Plutôt cool. Ouais, le graphe c'est encore plus clair. Ouais, mais on le mettra. Mais ça me paraît plutôt clair, effectivement. C'est arriver à at scale, faire vendre tes clients pour toi. Complètement. Et optimiser tout ça. Complètement. Bah écoute, merci beaucoup. Bah avec plaisir. Merci Val. C'était trop bien. Trop cool. Merci à toi.